Bring out your dead! Bring Out Your Dead, vous avez peut-être reconnu la voix d'Eric Idle des Monty Python, ramassant les morts d'une peste médiévale dans le film Monty Python Holy Grail. Un petit sourire avant de parler d'une peste bien réelle et atroce à Marseille et en Provence en 1720. C'est le thème aujourd'hui de Paroles d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, créée et animée par André Loez. 1720, c'est aussi l'année d'écriture des partitas et sonates pour violon seul de Jean-Sébastien Bach, qui accompagneront les extraits de textes lus pendant l'émission. Merci à Thibaut Zébi, Thibaut Delamarre et Alexandre Jublin. Vous retrouvez tous les épisodes sur la chaîne YouTube de Paroles d'Histoire et sur le site parolehistoire.fr. N'hésitez pas à vous abonner, partager l'émission, laisser des commentaires sur le site ou désormais sur Blue Sky. Merci et très bonne écoute. J'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Frédéric Jacquin, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant, docteur en histoire moderne, et vous avez publié 2 livres qui ont trait à la peste de Marseille en 1720. Un premier au PUF en 2023, Marseille malade de la peste, avec une édition de source, avec 2 textes inédits que vous avez publiés. Et le plus récent dont on va parler, qui est ce livre Mourir de la peste, anthropologie d'une épidémie, paru chez Champvallon en 2025, dans la belle collection Époque de Champvallon. Alors, cette peste de Marseille, c'est un événement qui était assez bien connu dans l'historiographie. Qu'est-ce qui vous avait fait rouvrir le dossier? On sait qu'il y a des travaux classiques de Jean-Noël Biraben, par exemple, depuis des décennies maintenant. Qu'est-ce qui vous a fait rouvrir le dossier de cet épisode, évidemment très marquant du 18e? Alors, en fait, ce que j'ai essayé de faire, c'est de changer un petit peu l'optique en fait, des travaux, puisque ce qui avait beaucoup été étudié, c'était finalement dans le cadre de cette crise sanitaire et de l'histoire des pestes qui ont pu être faites. Très souvent, l'historiographie avait retenu finalement une approche assez générale, c'est-à-dire l'étude des sociétés sous tension au moment de la peste, avec beaucoup d'approches relatives par ailleurs à la mise en application de procédures liées à des ordonnances de santé. Et ce que j'ai voulu faire, en fait, c'est appréhender l'acteur principal de la peste qui avait été un petit peu négligé, c'est-à-dire le pestiféré. Et c'est cet angle-là que j'ai essayé un petit peu de revoir un certain nombre de sources sur finalement l'histoire du pestiféré et de cet acteur majeur de la crise des crises sanitaires provoquées par les pestes. Alors, il faut le dire tout de suite, il faut avoir le cœur bien accroché pour lire vos travaux, parce que vous nous plongez effectivement dans une horreur. Cette peste de 1720, et en fait 1720-1722, on va revenir sur la chronologie, c'est un événement absolument épouvantable, on pourrait dire comme toutes les épidémies, mais là avec un degré peut-être encore supplémentaire lié à l'ampleur absolument incroyable de la maladie qui frappe. Oui, alors en fait c'est effectivement une histoire de l'horrible, c'est une histoire de l'abjection provoquée par cette maladie et de la mort, puisque bien évidemment mourir de la peste est quelque chose d'assez exceptionnel dans la mesure où celui qui en est atteint meurt seul et isolé. Voilà, donc effectivement, dans le cadre de ce qui a été cet épisode de la peste marseillaise, on a toute une série de documents assez extraordinairement bien conservés qui permettent d'appréhender effectivement l'histoire d'individus et atteints de ce mal. Alors on va, pour avoir une idée de ce paysage d'horreur qu'est Marseille à l'été 1720, écouter un premier de ces textes, lu par Thibaut Zépi, que je remercie évidemment d'avoir prêté sa voix à cette lecture. C'est le médecin Antoine Dédier, qui est envoyé par le régent le 19 septembre 1720, qui décrit ce qu'il voit lorsqu'il arrive à Marseille et qu'il découvre l'ampleur du mal, on va dire un mois et demi, 2 mois à peu près après le début de l'épidémie. J'arrivais dans ce temps-là par ordre de la cour, mais je ne saurais vous dépeindre au naturel le désordre affreux où je trouvais ces 2 villes désolées. En entrant par la porte d'Aix, le coup d'œil jusqu'à la porte de Rome me présenta d'abord la chose du monde, la plus hideuse. Toutes les portes et les fenêtres étaient généralement fermées. Personne n'y paraissait. Tout le pavé était couvert d'un côté et d'autre, de malades ou de mourants, étendus sur des matelas sans aucun secours. On ne voyait au milieu des rues et dans tout son vaste cours que des cadavres à demi pourris devenus la pâture des chiens, de vieilles hardes trempées dans la boue, et des chariots conduits par des forçats pour enlever les morts. Le lendemain, nous parcourûmes la ville d'un bout à l'autre, et nous vîmes partout le même spectacle. Il n'était pas possible de mettre le pied nulle part sans marcher sur des morts ou sur des lits de malades.
c'est vraiment un paysage de désolation avec littéralement des morts qui s'amoncellent. Oui, alors en fait, ce qui est caractéristique de ces épidémies de peste, c'est, je dirais, en quelque sorte, la mortalité de masse. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'une épidémie de peste est associée à un phénomène terrible qui est la mortalité de masse, et il y a un effet qu'on pourrait qualifier un petit peu d'Hiroshima, parce que effectivement non seulement c'est des morts en masse, mais c'est aussi une vie quotidienne et une vie économique qui se met à l'arrêt, et une ville laissée à l'abandon. Il y avait à peu près 90 000 habitants à Marseille avant l'épidémie. Oui. Combien de morts environ ? Alors sur Marseille, les décomptes, les dénombrements sont un petit peu compliqués, puisqu'il y a toute une série de personnes qui ont disparu, dont les corps ont été perdus. En règle générale, on estime que cette épidémie de peste a fait aux alentours de 40-45 000 morts pour Marseille. Ouais, donc près de la moitié de la population. Voilà, tout à fait. Et si on prend à peu près, je dirais, l'épidémie dans sa dimension régionale, c'est-à-dire la grande peste de Provence, on est sur un chiffre à peu près aux alentours de très certainement 140 000 morts. Oui, parce que évidemment il y a des habitants d'Arles ou d'Avignon qui nous écoutent, voilà, tout à fait. On va parler de Marseille, qui est en fait l'épisode le plus documenté, mais que c'est un phénomène plus large dont vous parlez d'ailleurs dans vos ouvrages. Alors, cette peste, elle est très bien documentée par énormément de témoignages et d'archives, et en particulier, on sait exactement quand elle débute et par quoi elle débute. C'est l'arrivée d'un bateau, le 25 mai 1720. Oui, alors effectivement, c'est l'arrivée d'un bateau en provenance des échelles de Syrie, le Grand Saint-Antoine, qui arrive à Marseille, effectivement, à la fin du mois de mai 1720, et qui est une véritable bombe épidémique, puisque à l'intérieur de ce bateau, sans doute, devait-il y avoir des malades déjà eux-mêmes atteints de la peste. Oui, il faut savoir que la peste en Méditerranée orientale est endémique, en fait, à cette période. Dans l'Empire ottoman, en fait, la peste est endémique. Par ailleurs, dans les cargaisons, se trouvaient sans doute des balles de tissu infectées. Et donc ce bateau arrive, les procédures, en fait, qui étaient les procédures de contrôle qui auraient dû être appliquées, ne l'ont pas été. C'est la raison pour laquelle, en fait, il y a eu cette catastrophe. Aujourd'hui, on appellerait ça un scandale sanitaire. Oui, parce que, d'ailleurs, dès le moment même de la peste, des gens ont soupçonné, on dit, il y avait des intérêts économiques, il y a eu des pressions. Normalement, tout bateau qui arrive, il n'entre pas directement dans le port et dans la ville, et la cargaison n'est pas déchargée tout de suite, mais il y a vraiment des périodes de quarantaine. Alors, oui, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a un système de quarantaine, il y a toute une série il y a une intendance sanitaire, il y a un certain nombre de lieux dans Marseille qui sont consacrés en fait au contrôle des marchandises et des personnes en provenance de destinations lointaines. Et ce qui s'est très certainement passé, c'est qu'un des échevins de Marseille avait un intérêt dans le déchargement rapide de la cargaison et a hâté en fait le déchargement de ces balles de tissu qui auraient dû être expédiées à la foire de Beaucaire, et au vu de ce qui s'était passé dans les infirmeries à partir du mois de juin 1720, jamais effectivement ces cargaisons auraient dû être déchargées. Est-ce qu'on peut dire que peut-être on sous-estime le danger parce que la peste est un souvenir un peu lointain à cette époque ? Alors effectivement, ce qu'il faut bien intégrer, c'est que les Marseillais qui sont atteints par l'épidémie de peste en 1720, en fait, appartiennent à une génération qui avait oublié ce qu'était l'épidémie de peste, et la ville de Marseille est prise par surprise. Voilà, donc quand on se rend compte effectivement de ce qui est en train d'arriver, on réactive à la dernière minute toute une série de procédures connues depuis des siècles, mais il y a eu un retard au démarrage. Alors tout ça, évidemment, entre en résonance très forte avec ce que les sociétés mondiales ont connu en 2020, avec la pandémie de Covid. Est-ce que vous y avez pensé en écrivant ? Alors bien évidemment, c'est quelque chose qui est, quand on lit en particulier les deux textes sur lesquels j'ai travaillé, en fait, qui racontent ces épidémies de peste, on voit des analogies avec ce qui s'est passé au moment de la crise du Covid. Oui, notamment toute cette phase qui est
la plus passionnante, cette phase d'incertitude initiale où il y a à la fois des choses qui sont évidentes pour qui veut les voir, et puis une forme de déni collectif ou de retard dans les prises de décision, parce qu'il faut quand même attendre fin juillet pour que on se mette à prendre des mesures drastiques vis-à-vis de cette épidémie. Oui, alors en fait, il y a deux choses qui se passent. Il y a d'une part une volonté des autorités municipales et des autorités sanitaires en fait, de cacher le mal, parce qu'on sait que lorsque se déroule une épidémie de peste, eh bien, les mesures qui sont prises sont des mesures drastiques qui arrêtent la vie économique. Et il y a très certainement eu, dans la première phase où l'épidémie circule à bas bruit, une volonté de cacher ce qui se passait parce qu'on savait que les conséquences seraient terribles. Et puis alors après, il y a aussi autre chose qui relève, je dirais, sans doute beaucoup plus de la nature humaine, et c'est évoqué dans un certain nombre de récits de la peste. C'est propre, je pense, effectivement, à un déni de la maladie. C'est-à-dire que la nature humaine a toujours du mal au départ à accepter le fait qu'il va se passer quelque chose de catastrophique. Cette peste donc qui démarre avec l'arrivée de ce bateau fin mai 1720, qui connaît une montée progressive, on va dire fin mai, courant juin, et qui explose véritablement en juillet, elle a une chronologie complexe jusqu'en 1722. Est-ce qu'on peut dire quelles sont les étapes finalement de fin, rémanence, rechute, comme on dit, de cette peste? Alors en fait, sur une épidémie de peste, elle a des cycles. En fait, c'est un cycle saisonnier. En règle générale, elle va se déclencher et être déclarée au printemps. Les grands cycles de flambée épidémique correspondent en fait aux saisons chaudes, c'est-à-dire, et on le voit bien dans les récits qui en sont faits, c'est juillet-août et la mi-septembre. Et après, il commence à y avoir une phase de déclin à l'automne et en règle générale une disparition de l'épidémie à la période de l'hiver. Ce qui ne veut pas dire pour autant que le mal disparaît définitivement, puisqu'il peut y avoir effectivement des rechutes. Si on regarde la chronologie de l'épidémie de peste marseillaise, on a effectivement une flambée épidémique, je dirais, juin-septembre 1720. Mi-septembre, à la fin décembre 1720, une épidémie qui connaît une décrue. Et puis, globalement, janvier 1721, septembre 1721, une crise sanitaire qui commence un petit peu à disparaître. C'est la période de la désinfection, c'est-à-dire qu'on en tout cas à Marseille, parce que Marseille. Voilà, ailleurs ça gagne, mais à Marseille les choses se tassent un peu. Se tassent un petit peu. Et puis après, effectivement, on a un retour de la maladie à partir de septembre 1721 jusqu'en mai 1722 avec ce qu'on appelle l'épisode de la rechute. Puis sa disparition, je dirais, à partir de mai-décembre 1722. Alors à Marseille, il y a une figure locale qui est tout à fait associée à cette peste, c'est l'évêque de Marseille, Monseigneur Belzins, voilà, qui a sa statue, son cours, etc., qui est une grande figure de la vie marseillaise. Et effectivement, il a joué un rôle durant cette épidémie. Il a été admiré pour disons, sa capacité à prendre en main la société marseillaise et à jouer un rôle auprès des malades. Ceci dit, c'était évidemment un homme de l'Église catholique de la Contre-Réforme. Et donc, il mâchait pas ses mots pour dire pourquoi la peste était arrivée. Je vous propose d'écouter un autre extrait lu par mon complice moderniste Alexandre Jublin. N'en doutons pas, mes très chers frères, c'est par le débordement de nos crimes que nous avons mérité cette effusion des vases de la colère et de la fureur de Dieu. L'impiété, l'irreligion, la mauvaise foi, l'usure, l'impureté, le luxe monstrueux se multipliaient parmi vous. La sainte loi du Seigneur n'y était presque plus connue, la sainteté des dimanches et des fêtes profanées, les saintes abstinences ordonnées par l'Église et les jeûnes également indispensables violés avec une licence scandaleuse, les temples augustes du Dieu vivant, devenus pour plusieurs des lieux de rendez-vous, de conversation, d'amusement. Des mystères d'iniquité étaient traités jusqu'au pied de l'autel et souvent dans le temps du divin sacrifice. Le Saint des Saints était personnellement outragé dans le très saint sacrement parmi l'irrévérence et par une infinité de communions indignes et sacrilèges. On ne peut pas dire que le rapport à l'épidémie soit marqué par le recul scientifique dans ce texte. Clairement, c'est un châtiment divin. Oui, alors effectivement, la peste en fait est pas connue en fait dans son fonctionnement.
Et très rapidement, ce qui est avancé par les autorités ecclésiastiques, c'est l'explication religieuse, hein, c'est-à-dire que la peste vient de Dieu, qui va effectivement châtier les hommes de leur mauvais comportement. Alors on imagine bien évidemment que dans cette ville confrontée à la mortalité de masse, ce discours a rajouté bien évidemment qui est un discours très culpabilisant, à rajouter à l'horreur qu'ont pu vivre les habitants. Hein, puisque, si la peste s'est déclenchée, c'est parce que les Marseillais, les habitants de la ville, s'étaient mal conduits, n'avaient pas été respectueux envers Dieu, et Dieu leur apporte donc un châtiment, ce châtiment leur permettant effectivement d'aller vers une forme de rédemption. Voilà, c'était un mandement de Monseigneur Belzunce le 22 octobre 1720. Ceci dit, sur le plan religieux, ça a des effets très concrets. Théoriquement, la mort est très encadrée dans le catholicisme, avec l'inhumation, les rituels de deuil, et évidemment avant ça, la dernière confession, l'extrême onction. Là, la peste désorganise tout ce système funéraire en quelque sorte. Oui, alors il faut bien intégrer effectivement que la peste va perturber profondément tout ce qui est rituel de deuil, rituel funéraire, dans la mesure où les autorités, alors je pense en particulier au commandant de Langeron, hein, qui va prendre des mesures dès qu'il sera nommé par le pouvoir royal pour rétablir l'ordre à Marseille, des mesures extrêmement dures de fermeture des églises, de contrôle des inhumations, et tout ce qui est procédure d'encadrement qui permet effectivement à un corps d'aspirer à sa résurrection, et bien tout cela est entravé. Alors c'est quelque chose sur lequel je travaille actuellement sur des pestes beaucoup plus anciennes du XVIe et du XVIIe siècle, sur le cas de Lyon, à partir de Testament. Et effectivement, bon, tout ce qui est possibilité d'avoir accès à un service divin, à avoir accès à la confession est impossible. Hein, donc, bien évidemment, les mourants sont perdus. Bon, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'à Marseille, il n'y ait pas eu non plus de messes clandestines, de confessions clandestines. Voilà, il n'en demeure pas moins que le corps d'un pestiféré est interdit de sépulture classique, je dirais, puisque son corps est voué à finir dans des fosses communes. Oui, et puis pour la dernière confession, il faut quand même avoir une conception, on va dire, très bien chevillée au corps du sacerdoce, parce que entendre la confession d'un pestiféré, c'est évidemment risqué de tomber malade. Oui, alors bien évidemment, le clergé marseillais et un certain nombre de prêtres ont payé très cher ces confessions clandestines, puisqu'ils font partie, effectivement, hein, la durée de vie moyenne d'un Monseigneur Belzunce, d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, l'évoque dans un texte, la durée de vie d'un confesseur est de 4 à 5 jours à Marseille entre 1720 et 1721. Revenons une seconde sur ces inhumations que vous avez évoquées, parce que c'est un point assez fondamental. On sait que le christianisme, depuis le Moyen-Âge, a associé très fortement l'église et la mort, et que être enterré auprès de l'église, être enterré auprès des saints et des reliques de saints quand il y en a, c'est avoir une chance supplémentaire de salut en quelque sorte. Or là, enterrer les corps des pestiférés au cœur de la ville, au cœur des églises, c'est redoubler le risque, et tout le monde en a conscience, y compris l'église. Donc là, il y a une tension assez nette entre voilà, l'inhumation traditionnelle qui tendrait à être proche de l'Église et permettant le salut, et puis l'inhumation en temps de peste, loin et dans une fosse commune recouverte de chaux. Oui, voilà, tout à fait. C'est ce qu'il y a de plus terrible pour un chrétien, hein, c'est-à-dire c'est la mort ignominieuse, avec un lieu de sépulture ignominieux sur lequel, effectivement, les chairs ne sont pas décomposées par le processus classique de putréfaction dans un sol, mais effectivement sont soumis à un processus de liquéfaction, où on répand de la chaux sur ce corps, et c'est quelque chose qui effectivement est très difficilement accepté par les populations. Alors ces corps qui sont emmenés aussi loin que possible pour pouvoir être enterrés dans des fosses communes, ceux qui les emmènent, on les appelle les corbeaux. Alors ça m'a beaucoup intéressé en vous lisant, parce que je me suis demandé qui étaient ces gens qui faisaient
pire job possible et imaginable, c'est-à-dire littéralement transporter des cadavres ultra contagieux pour les enterrer. Alors à Marseille, il y a un vivier qui a été exploité et qui était très intéressant pour les autorités. C'est bien évidemment les forçats et les galériens, puisque le commandant de Langeron va être amené régulièrement à faire appel à cette main-d'œuvre forcée pour évacuer les cadavres. Au début de l'épidémie, on fait appel, je dirais en quelque sorte, à une forme de volontariat, et puis très vite, on a recours à d'autres procédés, c'est-à-dire c'est le recours aux galériens. Il y a en fait tout un personnel de la peste dont on se rend compte qu'il est actif, des gens qui sont des balayeurs, il y a des médecins, il y a des portefeuilles, il y a des commissaires de quartier, il y a finalement toute une série d'acteurs sociaux qui se mettent quand même en ordre de bataille pour faire face à l'épidémie à partir du moment où elle prend une ampleur considérable. Oui, donc voilà, il faut, en fait, en période d'épidémie, il y a toute une administration qui est mise en place. Il y a une police de la peste qui a un certain nombre de fonctions avec effectivement des commissaires de quartier qui sont chargés d'exécuter un certain nombre de tâches, en particulier donc tout ce qui est observation des opérations de nettoiement de la rue, conformément aux ordonnances de santé, l'évacuation des cadavres, le dénombrement des morts dans les domiciles, éventuellement, bien évidemment, lorsque ceux-ci sont séquestrés à domicile, leur apporter un certain nombre de victuailles de façon à ce qu'ils ne meurent pas de faim chez eux, et puis la traque, par ailleurs aussi, d'un certain nombre de malades qui se cachent, puisque eux-mêmes savent que à partir du moment où ils sont déclarés pestiférés, ils seront internés de force dans des structures sanitaires et qui sont de véritables mouroirs. Je me suis posé la question, c'est pas directement ce sur quoi vous travaillez, mais c'est quand même une interrogation importante à l'époque moderne. Dans quelle mesure cette peste a frappé indifféremment les milieux sociaux ? On sait qu'il y a une très belle description, si l'on peut dire, de la peste de 1348 à Florence, dans le début du Décaméron de Boccace, qui explique que tout le monde était frappé, et que c'est ça qui a évidemment frappé les contemporains. Qu'est-ce qu'il en est dans Marseille des années du début du XVIIIe ? Alors, le propre de la peste, c'est que bien évidemment, elle ne va épargner personne. Alors, bien évidemment, il y a des segments dans la société qui sont plus touchés que d'autres. En particulier, on le voit bien au début de l'épidémie, lorsqu'on arrive à identifier précisément et à associer à la maladie un certain nombre de figures, de noms. Oui, les patients zéro en quelque sorte. Voilà, les patients zéro, en fait, en particulier ceux de la rue de l'Échelle ou dans les petites rues périphériques en fait au port, on a beaucoup de femmes. Mais ces femmes travaillent dans le domaine des tissus, elles travaillent dans le domaine très souvent aussi un petit peu de la contrebande de tissus. Il y a les enfants. Voilà. Alors après, bien évidemment, dans le déclenchement de la maladie, dès que la peste a été déclarée, on a une hémorragie des habitants, c'est-à-dire que les personnes les plus fortunées ont, pris les mesures classiques, qui étaient les mesures en fait de départ de la ville, sont restés dans cette ville, bien évidemment, les gens qui soit ne voulaient pas partir pour ne pas laisser leurs biens à l'abandon, soit des populations beaucoup moins fortunées, mais il y a un caractère effectivement égalitaire dans la mort provoquée par la peste. Cette peste transforme le paysage urbain, on l'a dit, par l'amoncellement des cadavres, sans doute aussi par les bruits de la ville empestée. On le devine dans vos pages. On a les bruits de ces corbeaux qui passent chercher les corps, les aboiements des chiens, les gémissements des blessés, des malades plutôt. Donc on a une ville dont les sensations mêmes sont altérées par l'épidémie. Oui, une ville frappée par la peste est une ville qui devient une ville atypique. C'est-à-dire que, et en particulier un élément très important, de par la mesure de fermeture en fait des églises, c'est qu'il n'y a plus le bruit des cloches. Et ce bruit des cloches est extrêmement important parce que, en théorie, le bruit des cloches doit repousser les démons. Et donc, il faut bien comprendre que, on n'entend plus dans la ville ces cloches qui auraient pu repousser les démons de la peste, en fait, en quelque sorte. Il y a d'où le caractère particulièrement traumatique. Bon, par ailleurs, il y a aussi toute une série de bruits de la vie du quotidien. Les crieurs, les marchands dans la rue, tout ça, c'est terminé, puisque des mesures d'isolement, d'arrêt de l'activité économique sont prises. Et c'est une ville qui va tomber dans une espèce de chape de plomb, de silence, où effectivement on n'entend plus que le bruit des évacuations de cadavres et des morts qui sont à l'agonie dans la rue.
Une chape de plomb sous le soleil de Provence en juillet-août 1720, avec, on l'imagine aussi, un paysage olfactif très particulier. Oui, alors il se rajoute à cela effectivement une ville qui est transformée en véritable charnier à ciel ouvert, puisque les autorités marseillaises, les autorités municipales, ont eu énormément de mal à faire face à l'évacuation des caves. C'est le premier problème majeur auquel ces autorités sont confrontées. C'est l'impossibilité que l'on a à évacuer autant de corps, et des corps qui sont laissés à l'abandon dans la rue et qui pourrissent à l'air libre et qui dégagent une odeur absolument nauséabonde et absolument épouvantable. Alors du point de vue médical, sauf erreur, c'est pas encore le moment de l'hygiénisme triomphant, plutôt deuxième moitié 18e, début 19e, mais on voit qu'il y a quand même une attention qui est portée à l'idée qu'il faut purifier l'air et qu'il faut faire des fumigations, il faut utiliser du soufre. Il y a pas mal de remèdes plus ou moins improvisés qu'on essaye de mettre en place parce qu'on se rend compte qu'un air irrespirable, ça doit quand même pas être très, très souhaitable. Oui, alors, en fait, cette histoire d'assainissement de l'air repose sur la théorie qui est la théorie, en fait, de la transmission de la peste par des particules, en fait, qui flotteraient dans l'air. D'où, effectivement, cette idée que il y a un rempart pour repousser ces miasmes, en fait. Ça découle de la théorie des miasmes. En fait, c'est de faire brûler des petits feux à partir de brasero. Et voilà, donc il y a toute une série de fumigations qui sont organisées aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des maisons, avec effectivement un certain nombre de procédés utilisés, mélangeant des herbes aromatiques et très souvent du camphre. Parlons un peu des malades, même si c'est la partie la plus douloureuse dans tous les sens du terme de votre livre. À quoi ressemble un pestiféré physiquement? Comment son apparence est altérée? Alors, un pestiféré se caractérise par l'apparition d'un certain nombre de symptômes externes, donc il y a en particulier ce qu'on appelle les charbons, c'est des espèces de petites croûtes qui vont surgir et s'emparer de certaines surfaces du corps. Et puis il y a par ailleurs ce qu'on appelle les bubons, qui apparaissent au niveau soit au niveau sous les bras ou au niveau des aines. En fait, c'est les ganglions qui grossissent. Voilà. En fait, c'est des ganglions qui grossissent et qui peuvent, dans certains cas, dans certaines descriptions qui en ont été faites par les médecins envoyés en mission à Marseille, prendre des dimensions extrêmement importantes, qui peuvent avoir à peu près la taille, d'après ce qu'on peut lire, effectivement, d'une orange, ou être vraiment très, 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 très gros. Avec également de la fièvre, de la diarrhée. Alors, il y a des fièvres, des diarrhées, il y a des corps qui deviennent noirs, d'autres deviennent très très blancs. Il y a toute une série de symptômes comme ça, cutanés, qui sont symptomatiques de la peste. Alors je précise que par ailleurs, effectivement, c'est celui qui a mis en évidence le symptôme caractéristique de la peste, à savoir les fameux bubons. C'est au moment de la peste de Lyon en 1564, c'est Ambroise Paré. C'est lui qui va véritablement déterminer que c'est le principal symptôme de la peste. Alors on a aussi un certain nombre d'autres patients, d'autres malades qui sont frappés de délire, dont ils ont par ailleurs aussi très souvent l'impression, en fait, de suffoquer ou de vivre un brasier ardent. Oui, vous parlez aussi d'actes de frénésie, d'actes incompréhensibles, des gens qui semblent perdre la raison en lien avec la maladie dont ils sont frappés. Oui, tout à fait. Donc il y a quelques exemples effectivement assez surprenants, de gens qui ont effectivement été atteints de crise de démence. Alors, ça provoque dans l'entourage de ces malades un phénomène compréhensible de rejet, de mise à distance, d'isolement, qui est sans doute la chose la plus dure à vivre pour ces malades qui vont mourir la plupart du temps seuls. Oui, tout à fait. Donc, alors, il y a deux types de comportements que l'on peut observer. Il y a effectivement des comportements extrêmement durs, cruauté absolue, c'est effectivement au sein de propre famille ou de maison, quand on se débarrasse des domestiques, qu'on se débarrasse de son conjoint, qu'on essaie de l'enfermer dans une pièce et qu'on le place en isolement, ou qu'on le jette à la rue, puisqu'il y a un certain nombre de cas aussi où on a des malheureux qui ont été
mis à la rue. Et puis d'autres cas où on voit qu'effectivement on reste encore très attaché à la personne. On essaie de faire ce qu'il faut pour apporter des soins, ne pas déclarer son conjoint ou ne pas déclarer son fils malade de la peste, et puis dissimuler le cadavre pour essayer d'attendre et de lui permettre d'avoir une sépulture digne. On lit un dernier extrait tiré de La relation de la peste de Marseille par Bertrand, qui évoque justement ces comportements envers les pestiférés. Tout le monde craint les approches d'un pestiféré. Chacun veut l'éloigner de sa maison. Et pour leur ôter tout moyen de s'y réfugier, par une cruauté inouïe, bien de gens jetoient de temps en temps de l'eau sur le seuil de leur porte et dans la rue, d'autres y faisoient un enduit avec de la lie du vin, en sorte que les malades ne pouvaient pas en approcher. Que deviendront ces malheureux, rebutés de chacun et chassés de partout? Ils se traînent jusque à une place publique la plus prochaine. Oui, parce qu'au fond, il y a les proches qui peuvent rejeter des membres de leur famille, mais il y a tous les autres qui ne veulent pas de pestiférés près de chez eux, sur leur pas de porte, et du coup, ça va jusqu'à des mesures extrêmes. On mure parfois des maisons pour que des gens n'en sortent pas. Oui, alors c'est ce qui s'appelle en fait happer une maison, barrer une maison. C'est-à-dire qu'il y a une procédure classique qui est que lorsque l'on déclare que l'on observe qu'il y a un malade dans un immeuble, en règle générale, le malade est évacué, ou si on découvre des cadavres ou un cadavre, le cadavre est évacué, et c'est l'ensemble, en fait, en règle générale, de l'immeuble qui va faire l'objet, soit d'une mesure d'évacuation auprès des infirmeries, soit d'une mesure de séquestration à l'intérieur, c'est-à-dire que, en fait, on emmurait vivant des gens qui potentiellement pouvaient être dangereux ou qui étaient considérés comme dangereux. Alors ceci dit, être emmené dans un hôpital, une infirmerie, c'est pas forcément une aubaine non plus, parce que ces lieux sont lieux de concentration de la maladie, et du coup il est rare qu'on en réchappe. Alors c'est non seulement un lieu de concentration de la maladie, mais c'est aussi un lieu de concentration de la violence. C'est-à-dire qu'il y a toute une série de... un malade pestiféré qui est envoyé dans une infirmerie de peste est une personne extrêmement vulnérable, et il y a effectivement toute une série de cas où ils ont été volés, violentés et ont subi de très mauvais traitements. Il y a toute une série de procédures qui ont été conservées, des procédures judiciaires. Il se trouve par ailleurs que, aussi bien à Marseille qu'à Arles ou à Aix-en-Provence, très souvent ce sont les économes de ces infirmeries qui sont à l'origine d'un certain nombre de larcins. Alors, plus largement, votre travail montre à quel point une catastrophe comme celle-ci provoque la dissolution partielle des liens sociaux avec notamment des violences, des pillages, et ça arrive dans plein de contextes. Au XXe siècle, il y a eu en 1977 à New York une panne de courant généralisée, et du coup, plus aucun courant, plus aucun éclairage. Il y a eu des violences et des pillages, donc là c'est très ponctuel, mais là, sur 3-4 mois d'épidémie, on comprend que ça a pu aussi laisser libre cours à des pillages, par exemple de maisons de gens qui étaient morts, qui étaient laissés à l'abandon, et donc qui se retrouvent pillés. Oui, alors ça tout à fait, effectivement, dès l'automne 1720, dès le mois de septembre 1720, on assiste à Marseille à de véritables scènes de pillage, des cambriolages systématiques. Et c'est d'ailleurs pour rétablir l'ordre que le commandant de Langeron va intervenir et qu'on va faire donner la troupe en fait dans la ville pour, rétablir un minimum d'autorité et essayer de contrôler ou de limiter tant que faire se peut ces vols qui sont des vols à domicile. Oui, alors on retrouve ici des logiques qu'on a vécues il y a quelques années, c'est-à-dire à la fois des autorités qui prennent des mesures d'ordre sanitaire, mais qui prennent aussi des mesures d'ordre sécuritaire. On avait reçu il y a quelque temps Théo Boulacca, Nicolas Mario pour leur livre L'attestation qui évoquait toutes les dynamiques d'obéissance, de conformité aux règles durant le premier confinement de 2020. On voit que les autorités municipales et royales vont agir dans les deux dimensions à la fois. Il y a la volonté de soigner, d'identifier les malades, de comprendre l'épidémie. Il y a aussi la volonté de contrôler les espaces en particulier
pour éviter que ça se répande. Oui, tout à fait. Et en particulier, une des premières mesures que fait le commandant de Langeron quand il intervient, c'est de faire des exemples. Il fait planter des gibets au niveau du carrefour du cours de ce qui est aujourd'hui le cours Belzins, et on fait exécuter un certain nombre de personnes pour l'exemple. Oui, il n'y avait pas assez de morts à Marseille, donc on en ajoute de cette façon. Voilà. Et en particulier, toutes les personnes qui essaient de franchir illégalement la ville lorsqu'elle est soumises à une mesure d'enfermement générale et à un blocus sont fusillées. C'est-à-dire que les ordres sont très stricts et on fait tirer sur tout contrevenant aux ordonnances sanitaires. Du point de vue plus sanitaire, justement, que font les autorités pour essayer de trouver des remèdes, de soigner? Parce qu'il y a quand même un certain nombre de gens qui survivent. Être infecté ne signifie pas mourir à 100%. Alors, il y a un certain nombre de pratiques thérapeutiques qui sont utilisées. En fait, elles sont de deux ordres. Tout pestiféré, en fait, va faire l'objet, alors ça dépend bien évidemment de son espérance de vie qui est très limitée, va faire l'objet de deux traitements. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle les traitements internes, qui ont pour objectif en fait de le faire vomir, de le purger, d'essayer en fait de faire sortir de son corps en fait ce qu'on appelait le venin pestilentiel. Et puis il y a deuxième technique, parallèlement à ces techniques évacuantes, en fait, qui sont des techniques en fait de chirurgie, d'incision des bubons et de curage de ceux-ci, et ensuite de pansement des plaies. On pense aussi à toutes ces façons de se préserver, de mettre à distance le contact avec les pestiférés. On a en tête notamment ces images qui nous montrent des médecins avec ces grands becs et avec ces vêtements enveloppants pour éviter le contact. Est-ce qu'on a conscience, l'idée que le contact rend malade ? Alors ça, c'est le grand débat qui a lieu au moment de la peste marseillaise. Il y a des écoles médicales contraires. Ce qui est sûr, c'est que les chirurgiens, en fait, eux sont persuadés, et en particulier, je pense au chirurgien Jean-Baptiste Bertrand, sont persuadés de la transmission d'homme à homme. Après, dans la pratique, en fait, on est bien évidemment obligé de se rendre compte qu'il se passe quelque chose lorsque un pestiféré est en contact avec une personne saine. Et il y a une autre théorie qui est effectivement cette théorie de la circulation de la peste par l'air. Voilà. Et ça, c'est vraiment un gros enjeu entre médecins. L'école de Montpellier n'est pas d'accord avec les praticiens de terrain marseillais. Comment on se ravitaille dans une ville frappée par la peste ? C'est quoi le quotidien des vivants ? Parce que près de la moitié de la population décède, mais il y a tous ceux qui essayent de continuer à vivre quand même. Oui, alors ça, c'est vraiment une grosse préoccupation des autorités municipales. C'est à partir du moment où la ville est soumise au blocus, c'est son approvisionnement, qui n'est pas une mince affaire, puisque effectivement, toute personne extérieure à la ville ne peut pas pénétrer à l'intérieur, et bien on va avoir des autorités municipales qui vont passer des commandes, en particulier de viande, où on va faire acheminer des troupeaux à des portes d'entrée au niveau du blocus pour essayer de faire rentrer régulièrement un minimum d'aliments. Il n'en demeure pas moins que la population de Marseille, lorsqu'elle a été confrontée à ces mesures de blocus, a très certainement beaucoup souffert de cette carence, de ces absences alimentaires. Est-ce qu'on laisse sortir les bateaux de pêche ? Alors, le blocus est à la fois terrestre et maritime. Oui, donc on ne peut pas compter sur la ressource halieutique. Il y a un passage très frappant dans votre livre, chez Jean Vallon, qui concerne les lendemains de peste et ces survivants qui errent à la recherche de leurs proches. Et ça évoque presque Paris en 1944-45, quand on va à l'hôtel Lutetia pour savoir qui est revenu ou pas des camps. Il y a vraiment une atmosphère d'incertitude sur qui est mort, n'est pas mort, parce qu'évidemment, on n'a pas pu tenir des registres parfaits. Il y a un certain nombre de registres que vous mentionnez, parce qu'on a un certain nombre de gens qui ont noté chaque mort avec les symptômes. C'est d'ailleurs des documents très frappants. Mais du point de vue général, il y a eu évidemment une désorganisation complète. Alors, il y a eu une désorganisation complète, et c'est effectivement quelque chose qui est extrêmement intéressant à observer. C'est en fait à la fois ce phénomène
où des personnes qui ont été internées, séquestrées à domicile pendant la peste, ont perdu leurs proches, n'ont pas su ce qu'ils étaient devenus dans les infirmeries ou étaient décédés sans qu'on leur donne de nouvelles, eh bien, vont avoir effectivement le plaisir d'essayer de se retrouver autour de petites places, ressortir dans la rue et effectivement essayer de partager, tant que faire se peut, quelques nouvelles. Et puis après, il y a aussi ce phénomène extrêmement intéressant qui est conservé dans un certain nombre de cartons des archives municipales de Marseille, qui est la recherche par des familles extérieures à la ville qui sollicitent les autorités municipales afin de savoir ce que sont devenus leurs proches. Alors, bien évidemment, derrière ces démarches se posent des questions qui sont des questions d'héritage. C'est-à-dire qu'il y a des questions de biens qui sont en jeu. Bon, il n'en demeure pas moins que quand on lit un certain nombre de ces lettres, certaines sont extrêmement émouvantes parce que on voit toute une série d'affects et de gens qui effectivement essaient de prendre comme ils le peuvent, des nouvelles de gens qui sont morts. Et effectivement, la comparaison avec la situation en 1944-45 à Paris, avec effectivement la recherche par les déportés de leur famille est tout à fait exact. Il y a quelque chose d'assez semblable. De la même façon que lorsque ces pestiférés, enfin les anciens pestiférés peuvent se retrouver ou que des gens se retrouvent à Marseille après l'épidémie, il y a un caractère assez indicible de ce qu'ils ont vécu puisqu'il y a vraiment un phénomène extrêmement traumatique de l'épidémie. Votre remarque sur les héritages m'y fait penser, il y a peut-être une étude d'histoire sociale, peut-être qu'elle a été faite, qu'il faudrait réaliser sur les transactions foncières dans les années 1721, 22, 23, parce que ça crée des vides dans la ville, et du coup, il y a dû y avoir aussi sans doute des aubaines pour un certain nombre de gens qui ont pu racheter des hôtels, des maisons, de gens morts de la peste. Enfin, imagine que perdre la moitié d'une population comme ça bouleverse quand même très fortement le tissu économique et social d'une ville. Oui, ça c'est évident, c'est quelque chose de sûr. Là, moi, je me suis pas trop intéressé à ces questions-là parce que c'est des questions un petit peu autres que celles auxquelles je me suis intéressé. Ce que j'ai pu voir en revanche, effectivement, dans un certain nombre de procédures qui sont accolées à des demandes de recherche de personnes qui sont mortes de la peste, c'est effectivement des gens qui ont essayé de s'accaparer frauduleusement des biens au sein de familles. Et ça, il y a eu des cas qui ont été portés en justice sur des gestes, enfin des actions frauduleuses d'accaparation de biens. Cette peste, elle laisse des enseignements, et notamment qu'on ne peut plus laisser décharger des bateaux dans n'importe quelle condition. Et en vous lisant, on comprend que la peste a failli revenir. À de nombreuses reprises, elle a été bloquée dans le lazaret de Marseille en, j'ai plus les dates, 1749, 59 et jusqu'à la veille de la Révolution. Voilà, 1784, 1786, il y a eu. Voilà. Donc en fait, cette peste de 1720, elle est relativement connue du public au sens large parce que c'est la dernière sur le sol français, mais ça aurait très bien pu ne pas être la dernière. Ça aurait pu ne pas être la dernière, mais ça aurait pu être une peste qui n'aurait jamais été au-delà en fait de la consigne, enfin de l'archipel du Frioul, de l'île de Pomègue, dans la mesure où ce qui s'est passé en 1720, en fait, est le résultat d'un non-respect de mesures de protection et de barrières qui étaient efficaces et qui, Marseille n'a pas inventé ces mesures-là. Hein, c'est la République de Venise qui était vraiment à l'origine de mesures sanitaires, de protection sanitaire très importantes qui ont été imitées ensuite. Et après, effectivement, l'épisode de la Grande Peste de Provence et de la Grande Peste de Marseille, il y a eu effectivement à 3 occasions dans Marseille l'arrivée de matelots, alors en provenance très souvent d'Afrique du Nord ou de Turquie, de l'Empire ottoman, de marins qui étaient atteints de la peste, mais qui, parce que on a respecté les consignes et de mesures sanitaires, n'ont pas été au-delà des infirmeries et le mal ne s'est pas propagé à l'ensemble de la ville.
Dans votre conclusion, vous évoquez les liens qu'on peut faire entre la peste et ses manifestations physiques et puis d'autres types d'atteintes corporelles. Vous évoquez les convulsionnaires du début 18e, vous évoquez aussi les empoisonnés sur lesquels vous avez réalisé votre thèse. Donc dans l'imaginaire collectif du 18e et de la mort au 18e, la peste entre en résonance avec d'autres figures. Alors elle entre en résonance effectivement parce que c'est une mort spectaculaire, c'est-à-dire que les symptômes sont terribles. Il y a des tremblements, des convulsions, des vomissements terribles et voilà. L'analogie avec les convulsionnaires de Saint-Médard est effectivement... Peut-être rappeler ce que c'est parce que tout le monde ne connaît pas. C'est pendant la crise, en fait, qui est la crise janséniste. En fait, ce sont des gens qui sont rentrés en transe, qui avaient pour habitude de se rencontrer dans le cimetière de Saint-Médard pour rentrer en transe. Donc il y a... Voilà, un peu comme certains évangélistes aujourd'hui en Amérique du Nord. Tout à fait. Voilà. Et puis alors effectivement, l'autre analogie qui se pose, c'est les corps des pestiférés, puisqu'ils ont finalement des symptômes assez proches des pestiférés. Si on se rend à Marseille, qu'est-ce qu'on peut voir comme trace ou comme marqueur mémoriel de cette peste ? Alors sur la ville de Marseille même, il n'y a pas énormément de choses. On a des statues du Chevalier Rose, on a la statue de Belzins. Le Chevalier Rose, pourquoi ? Alors, parce que c'est lui qui a évacué un certain nombre de cadavres de façon spectaculaire au niveau du port et qui a vraiment fait agir, enfin qui a été extrêmement courageux parce que voilà, il y avait un amoncellement de cadavres extrêmement important qu'il a fait évacuer. Voilà, donc un héros de la peste. Un héros de la peste, voilà. Et c'est à peu près tout ce que l'on peut voir aujourd'hui. Oui, j'ai vu qu'il y avait une colonne de la peste oui, alors il y a une colonne en 1802. Effectivement, il y a une colonne de la peste. Alors malheureusement, elle n'est pas extraordinairement mise en valeur. Il y a des tags partout et elle est un petit peu oubliée. Oui, il y a effectivement une colonne de la peste, mais voilà, qui n'est pas un petit peu oubliée dans le paysage marseillais. Bon, appel aux autorités municipales, comme pour la Casa d'Italia dont on a parlé récemment avec Stéphane Mourlan à ce micro. Il y a évidemment des choses à découvrir ou redécouvrir. Voilà, je m'étais déplacé d'ailleurs pour essayer de voir cette colonne de la peste et c'est vrai que c'est dommage qu'elle ne soit pas aussi bien mise en valeur. Est-ce que pour terminer, je peux vous demander un conseil de lecture pour prolonger notre discussion ? Oui, alors effectivement, si j'avais un conseil de lecture, je conseillerais la lecture de Paris criminel 1572 de Denis Crouzet. Puisque la Saint-Barthélemy, massacre de masse, effectivement, peut faire écho un petit peu au type de travaux que je mène. Denis Crouzet, avec qui vous avez fait votre thèse. Tout à fait. Donc évidemment, c'est à la fois un conseil et un hommage, on le comprend bien. Tout à fait. Merci beaucoup. Un très bel ouvrage que celui qu'il a écrit sur Paris criminel 1572. Merci beaucoup Frédéric Jacquin. Je rappelle le titre des livres dont on a parlé, Marseille malade de la peste, donc cette édition de deux sources d'époque au PUF paru en 2023, et le plus récent, Mourir de la peste, anthropologie d'une épidémie chez Chamvalon 2025. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté l'émission. Rendez-vous sur le site parolehistoire.fr pour retrouver l'intégralité des épisodes et des séries thématiques. Rendez-vous également une semaine sur deux le vendredi avec Alexandre Jublin sur le fil du collimateur pour le podcast L'histoire de la guerre et des conflits armés, le fil de l'épée. N'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur le podcast, notamment sur iTunes ou Spotify. Et à bientôt pour un nouvel épisode.